ويتعهد بأخذ جميع ملاحظاتنا بعين الاعتبار بخصوص التنظيم المتعلق بالشراكة بين القطاعين. نقب عدة بيانات للرأي العام، أهمها البيان الاستنكاري المؤرخ بتاريخ 30 مارس 2024 والذي دق نقص الخطر واستعرض المشاكل المحدقة بالممارسة الطبية. وفي إطار مساندتنا المطلقة لطلبة الطب وملف المطلبي أصدرنا بيانات تضامن معهم واستنكار لطريقة تدبير الملف وما نتج عنه من أضرار فادحة. ومن أجل استكمال هياكل النقابة تم إنشاء لجان تحضيرية لانتخاب مكاتب جهوية، وهناك حاليا مكتبان جهويان في طور الإنشاء. ومع التغيير الحكومي الذي طال وزارة الصحة وتراكم معضلات القطاع دون حلول، تمت مراسلة السيد وزير الصحة الجديد. بعد التهنئة تم استعراض المشاكل المتراكمة والآنية، خصوصا ما أصبحت تشهده الصحة الطبية من ممارسات لا أخلاقية وتفشي المنافسة الغير الشريفة في ظل تغول المستثمر بالقطاع الطبي الخاص ومحاولة تحويل الأطباء إلى يد عاملة رخيصة والاعتماد على أطباء القطاع العام والأطباء المقيمين، مما يؤثر مباشرة على العيادة الطبية الخاصة. وفي نفس السياق الضمان الاجتماعي للتنبيه إلى أن عدم التحقق من الرقم الاستدلالي قبل المصادقة على طلب التحملات يفتح الباب على مصراعيه أمام الممارسة الغير القانونية لمهنة الطب. أخيرا أود أن أشكر أعضاء المكتب الوطني لمجهوداتهم وتضحيتهم بوقتهم وراحتهم النفسية بلا مقابل. كما أود أن أشير إلى أن المكتب الوطني يجري اجتماعات منتظمة تتم فيها مناقشة مشاكل طبيب القطاع الخاص والمستجدات ذات الصلة، غالبا بالتوافق وأحيانا بالتصويت. كما يتم تضمين فحوى هذه الاجتماعات في محاضر، ونحن نروم من خلال هذا القطع مع التسيير الفردي الذي لا يصب غالبا في مصلحة منخرطي النقابة. بعد هذه المقدمة التي أستسمح إن أطلت فيها، يسعدنا أن نستضيف مرة أخرى الأستاذ سعد التوجني المستشار والخبير في المنظومات الصحية. أشكر الأستاذ سعد لقبوله دعوتنا، وأعطي الكلمة للدكتور وزيف محمد أمين الكاتب العام للنقابة لتسيير الجلسة، وشكرا. Oui, bonsoir tout le monde. Shukran, Saïd Raïs. Voilà, cette réunion va consister en trois parties. Première partie, où on va faire la présentation de Reda Taouzmi avec tout ce qui concerne l'impact Monsieur Saad Taouzmi, pardon, tout ce qui concerne l'impact du nouveau système de santé sur l'exercice de la médecine privée au Maroc. Et puis, une deuxième partie qui va consister à un débat concernant cette thématique-là. Et puis, une troisième partie où on pourra avoir une discussion plus diversifiée. Voilà, Monsieur Saad Taouzmi, c'est un consultant et conférencier en stratégie et management de la santé et de la protection sociale depuis 38 ans, dont 30 ans au sein de la CNSS. Il est aussi enseignant associé à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ngrir et Sciences Po Paris et aussi à la faculté des lettres de l'Université Casablanca. Il est aussi consultant et auteur de plusieurs études des systèmes de santé en Afrique et ما subsaharienne. تسمعوكش مزيان سي أوزيف. ما كتسمعونيش مزيان؟ دابا كنسمعوك، دابا ملي هضرتي معنا D'accord. قلت. زيد الميكرو. Alors, et il a réalisé c'est mieux. plusieurs études stratégiques concernant des unités médicales, des études juridiques institutionnelles concernant le partenariat public-privé et la gestion déléguée. Voilà, et la liste est encore longue, je pense qu'il va me pardonner s'il paraît ici. Et puis voilà, je vous cède la parole, Monsieur Sato. Merci à vous. Merci les membres du bureau politique, du bureau du collectif. Merci à tous les adhérents et tous les participants à ce séminaire. Merci de m'inviter encore une fois. Je sais que la presse parle énormément ces derniers temps des difficultés que les médecins, les cabinets vivent, des difficultés très importantes face à certaines pratiques délétères
et euh, de nombreux problèmes sont posés en termes de déontologie, d'éthique. Les problèmes sont très nombreux. J'ai essayé toute la journée depuis hier aussi en concertation avec les membres du bureau pour que la présentation soit très proche de vos préoccupations syndicales et de votre cahier de revendications. Bien sûr, on va aborder un peu le problème de la tarification, le maximum. On va parler de beaucoup de problèmes de la tarification, le problème des cotisations et bien sûr toutes les questions que les participants voudront bien poser, mais je crois que même, l'un des meilleurs éléments pour se battre pour un cahier revendicatif, d'abord il faut bien comprendre les concepts et il faut aussi comprendre, par exemple, quand on écrit, j'ai vu les écrits que vous avez échangés avec le directeur général de la CNSS au sujet des montants des cotisations. Et normalement, il faut que ce genre de lettres soit adressé, par exemple, au ministre de la Santé, au ministre des Finances qui préside le conseil d'administration de la CNSS, parce que c'est les autorités politiques qui ont déterminé par décret le taux de cotisation. Il y a eu 28 décrets et le gouvernement était ravi d'avoir produit en un temps record, mais avec beaucoup de précipitation, comment ils ont déterminé, par exemple, comme le médecin spécialiste, c'est 5 fois et demi le SMIC, le médecin généraliste, c'est 4 fois, l'architecte de 13 à 37 ans, c'est 5 fois et demi. Et pourquoi le notaire, c'est uniquement 3 fois le SMIC? Et ces montants ont été déterminés avec beaucoup de rapidité, qui pose beaucoup de problèmes actuellement au gouvernement, parce que le taux d'adhésion et le nombre de professions libérales, d'indépendants et travailleurs non salariés qui ont les droits ouverts, il n'y en a même pas, avec leurs ayants droit, il n'y en a même pas 1,2 million ou 1,3 million. Donc, les gens n'adhèrent pas. Ces montants ont été déterminés trop rapidement. Il y a certains médecins spécialistes qui sûrement auraient dû, dans des villes, il y a une forte activité, ou ceux qui sont dans des cliniques privées qui font des montants l'oncologie, je ne sais pas dire 1 million ou 2 par mois, ne devaient pas payer 991. Par contre, des médecins dans des petites villes il y a pas où le pouvoir d'achat et la population solvable n'est pas comme celle des 5 grandes villes du Maroc. Ceux-là, 991, c'est trop pour eux. Donc, je crois qu'il faut, la demande qui doit être faite, il faut l'adapter à des situations différentes. Parce que les médecins spécialistes qui font des opérations chirurgicales n'ont pas les mêmes revenus que ceux qui font que des consultations où ils ont très peu d'actes en cas. Donc, moi, j'avais travaillé sur un moyen de rémunération pour faire une prime d'activité les médecins de la CNSS. C'est une problématique très, très, très particulière. Il y a les spécialités médicales, bien sûr, les spécialités chirurgicales, il y a les différences territoriales, il y a les rémunérations en équipe qu'il faut répartir, par exemple pour les réanimateurs. Il y a 3 ou parfois 2 médecins qui se relaient pour s'occuper pendant 24 heures. Donc, il y a beaucoup de situations très différentes, la biologie également, les B, les Z. Donc, c'est tout un art. Et d'ailleurs, donc d'abord, les prochains courriers, il faut les adresser
le chef du gouvernement, il faut les adresser le ministre de la Santé, mais même pas le ministre de tutelle actuellement de la CNSS, c'est le ministre des Finances, de l'économie et des finances. Donc, ça, c'est un des points on va revenir sur d'autres, mais la loi sur la loi cadre relative au système de santé, la loi 06-22, a essayé elle a posé beaucoup de problèmes qui vous concernent, par exemple, qui créent beaucoup de soucis chez les médecins, la carte sanitaire, le parcours des soins, il y a beaucoup d'éléments. Et cette loi, malheureusement, le ministre qui était là pendant 4 ans, il était bien avant, une année avant, donc 5 ans, mais depuis le plan de généralisation de la protection sociale, ils ont essayé de produire une quantité incroyable de lois, de décrets, que ce soit pour la protection sociale ou les systèmes de santé. Et moi, j'ai fait une analyse comparative de la loi Hadi sur le système de santé, la 06-22 avec la loi de 34-09, la 09-34. Ils n'ont fait que recopier l'ancienne loi de 2011. Et pourtant, cette loi était en vigueur. Elle avait un décret d'application, 57 articles, qui parlaient déjà des normes d'hygiène, qui parlaient de cartes sanitaires, de l'offre de soins, qui parlaient de beaucoup de parcours de soins. Et cette loi cadre n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ouais, est-ce qu'on avait besoin d'écrire une autre loi en reprenant les mêmes termes que la loi précédente de 2011? Et surtout, ils n'ont même pas annoncé que la loi 3409 serait supprimée, abrogée, comme on dit en droit, ni tacitement ni expressément. Donc, on n'avait pas besoin de faire une nouvelle loi cadre relative au système de santé. Celles qui existaient étaient suffisamment. Il fallait uniquement produire des décrets, les arrêter. D'ailleurs, l'OMS a recensé plusieurs décrets arrêtés, plusieurs textes réglementaires n'ayant jamais vu le jour. Donc déjà, on parlait de système d'information, on parlait de partenariat public-privé, et tous ces domaines, il fallait des décrets. On n'avait pas besoin d'une nouvelle loi et de produire les lois 06-22 ou 07 ou 08. Ils n'ont pas arrêté de produire des textes alors que le système de santé n'a pas connu de changements notables. C'est-à-dire que pour le secteur public du moins, la rareté du consommable, des produits, je sais pas, des prothèses et tout, les patients étaient obligés d'aller dans le privé pour les analyses, pour la radiologie, pour beaucoup de choses. Et la situation n'a pas changé pour 15 ou 16 millions de Marocains qui sont dans le monde rural et qui parfois doivent faire des trajets de 50, 60 ou plus, parfois 7 heures de route entre Figuig et Oujda, et parfois même pour aller jusqu'à Rabat, les trajets sont. Donc, la première chose, c'est que dans la chose la plus notable, c'est que dans la nouvelle loi 06-22, la responsabilité de l'État a été remplacée. Il y avait un chapitre. Le premier chapitre, il s'appelait la responsabilité de l'État dans la réalisation des objectifs et des principes du système de santé. Chapitre la disposition générale. Et l'État a décidé, conformément d'ailleurs à l'article 31 de la Constitution, que ce sera partagé avec les collectivités locales et les entreprises publiques. Donc, et aussi, surtout, le Saïd Al-Baman n'a jamais cessé de répéter dans ses nombreuses déclarations sur la priorité accordée au secteur privé. Donc,
il y a un problème de ressources humaines très important, on n'a toujours pas résolu. D'ailleurs, il devait passer à près de 24, d'augmenter le nombre le ratio des personnels de santé par rapport aux habitants de 1000 habitants. Donc, on devait passer de 17 à 24, 25 en 2025. On a perdu une année dans la formation des médecins. Je ne sais pas comment les objectifs et tout ce qui a été arrêté dans cette loi n'a pas, on ne s'est pas éloigné de nos objectifs et encore plus du modèle de développement. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui tousse. Non, pardon. Fermez le micro aussi. Comme je viens de dire, on devait même, l'OMS exigeait déjà 45 professionnels de santé pour 1000 habitants. Nous, on est encore à 17, peut-être on devait passer à 24 en 2025 et on ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de problèmes également il a fallu 17 ans de revendication pour voir le doctorat en médecine reconnu dans le secteur public comme un doctorat de lettres ou de sciences, alors qu'ils étaient considérés comme étant titulaires d'un master. On a entendu également, il y a une disposition qui veut lier la rémunération des ressources humaines aux actes professionnels réalisés. L'hôpital public. Ceux qui ont fait les rédacteurs de ce projet de loi, je parle de cette loi, qui veut introduire la rémunération à l'acte de l'hôpital pour les médecins de la santé publique. Vraiment, ils ne connaissent pas le problème, ils avancent dans un terrain miné très très dangereux. Comme j'ai dit tout à l'heure, comment attribuer réellement les actes, qu'il n'y ait pas de surcotation et que ça soit fait dans les règles de l'art, qu'ils aient un système d'information performant et que les actes soient saisis correctement dans le strict respect de la nomenclature. Comment tenir compte des disparités entre les différentes spécialités, entre les différentes régions. Donc, les revenus de médecins, est-ce qu'ils ont prévu le budget nécessaire à ce... Il faut un budget global, parce que c'est un mode de paiement flottant. Donc, ils vont créer une machine à gaz et d'autres moyens pour motiver le personnel qui a été proposé pendant plusieurs années, dans des conditions de travail lamentables dans les régions éloignées, et même dans certains hôpitaux dans les grandes villes. Les conditions de sécurité, de travail pour dormir ou là, pour avoir un repas correct ou là, pour être protégé des agressions. Donc, il aurait fallu trouver une prime liée à la productivité qui soit conséquente que de créer un système dont on ne sait pas où on va. Il y a aussi dans certaines régions où il n'y a pas de médecin, comme dans le Daraa Filalt, où l'infirmier joue un rôle très important. Il y a beaucoup vous avez tous assisté le problème quand le ministre avait exigé il y avait une controverse juridique inédite entre le ministre ou les infirmiers anesthésistes. Ils ont été obligés de réaliser des opérations chirurgicales urgentes sans la couverture médico-légale d'un médecin réanimateur, anesthésiste réanimateur. Donc les infirmiers ne peuvent pas réaliser certains actes plus techniques et moins risqués pour les patients. Donc, ils se plaignaient du stress et du manque de sécurité. Beaucoup d'infirmiers quittent, surtout du secteur public, où ils réalisent des performances et un travail extraordinaire, mais ils quittent, ils choisissent l'immigration et c'est l'État qui porte la plus grande responsabilité dans ce domaine. Mais on n'a pas encore voulu faire, par exemple,
le statut d'infirmier en pratique avancée, comme ça existe dans certains pays, où les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de maladie, bien sûr sous la responsabilité d'un médecin, mais peuvent prescrire des médicaments. Et de toute façon, c'est ce qui se fait, parce que dans ces territoires, il n'y a pas de médecins de l'État et très très peu de médecins du privé. Il y a une très forte concentration, comme a dit le Haut Conseil, le Conseil de la concurrence, comme quoi ils n'ont pas pu. Donc, qu'est-ce que je disais, pardon, par rapport à beaucoup d'infirmiers peuvent jouer un rôle important dans des régions où il y a une crise aiguë, un manque de médecins et de professionnels de la santé en général. Donc, sans dire, vous connaissez tous un peu les médecins qui effectuent des astreintes, par exemple les gynécologues, l'astreinte de 16 heures après l'horaire normal est très mal rémunérée, très en retard. Même les médecins réanimateurs qui ont travaillé dans le Covid n'ont perçu, chez les professeurs, les autres ont perçu 1000 dirhams par mois, 6 000 dirhams pour 6 mois de garde pratiquement permanente. Et certains ne l'ont reçu que 2 années après. Donc, le fait qu'on rémunère aussi mal les médecins dans le secteur public, et comme il y a une compétitivité internationale incroyable entre tous les États qui offrent des conditions d'installation dans le privé ou des formations qui permettent à des gens de changer de statut, de continuer à apprendre et d'être bien protégés au niveau médico-légal. Donc, il y a aussi beaucoup de problèmes dans cette loi cadre où, et même dans l'ancienne, il y avait plusieurs comités, institutions de concertation comme le comité d'éthique, d'accréditation, des normes. Les institutions n'ont jamais vu le jour. Maintenant, on attend à ce que la Haute Autorité de la Santé joue ce rôle, mais dans l'article que j'ai écrit avant l'adoption de ce projet de loi cadre 06-22, j'ai dit que la Haute Autorité de la Santé, comme elle existe ailleurs, a un rôle, elle est chargée plutôt de veiller dans les autres pays à la qualité des soins, les produits fournis par les professionnels, les établissements de soins, il y a la qualité de soins est le premier pilier, le rendement, le service rendu par les médicaments. Donc, l'ANAM, qui était un régulateur, qui faisait de la régulation financière de l'assurance maladie, est un autre régulateur. Il aurait pu continuer à jouer son rôle, mais la Haute Autorité de la Santé, on a fait tout ça au lieu de garder les deux, la Haute Autorité de la Santé et l'Agence nationale d'assurance maladie, quelles que soient les compétences qu'on peut avoir, la régulation financière d'un système d'assurance maladie est très complexe. Et ce n'est pas la Haute Autorité dans d'autres pays comme l'Allemagne, c'est le patronat, c'est tout le monde, les syndicats, ils se mettent d'accord sur les actes à ne plus couvrir, sur les autres actes chirurgicaux ou des médicaments plus innovants qu'on intègre d'année en année. L'essentiel, c'est que tous ils doivent s'entendre sur l'équilibre financier. Donc, la Haute Autorité de la Santé dans beaucoup de pays, elle a une fonction de conseil scientifique, une compétence, alors que l'ANAM doit chercher la pérennité et l'équilibre financier de l'amont. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. De toute façon, le président vient d'être nommé, il y a avec un nouveau ministre, donc il y a beaucoup de problèmes. L'ANAM a été engluée dans la gestion du RAMED, elle a géré directement le RAMED, donc elle a beaucoup de, même dans la tarification,
devant les réclamations relatives à certains tarifs, donc d'abord même récemment, avant qu'il ne soit remplacé, il a parlé, le ministère a travaillé sur un nombre incalculable d'actes, la nomenclature, alors que la tarification n'a rien à voir avec la nomenclature. C'est la lettre K. Il faut déterminer une valeur à la lettre clé K avec le coefficient. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a toujours des façons d'éviter. La tarification est rentrée en 2006. Elle devait être révisée tous les 3 ans, c'est-à-dire en 2009. Donc ça ne fait pas 18 ans, ça fait 15 ans, contrairement à ce qui a été fait dans votre écrit. Donc il y a la tarification, et il y a eu plusieurs réclamations. Et le ministre, à un moment, avait dit que l'affaire devait être win-win entre les patients et les cliniques. Et tout le monde sait les pratiques et tout le monde en souffre, même des médecins. Et d'autant plus que les deux protagonistes, que ce soit les patients dans les cliniques, il y a une asymétrie. Il y a la relation entre les codes de déontologie sont établis sur la base de la conscience du médecin et la confiance du malade. Et le malade faisant confiance à son médecin, il n'y avait pas l'argent comme il y a maintenant. Donc, le problème de la tarification est un problème très simple. Moi-même, j'ai travaillé, je participe avec une équipe. Nous avons établi la tarification, d'ailleurs, qui a été reprise par l'ANAM en 2005. On l'avait établie, nous, en 2002. Et suite aux négociations, elle a été arrêtée en 2006. Donc, c'est quelque chose de très facile, mais dans toutes les réclamations, on parle du tarif de la réanimation ou bien sûr des consultations, mais il y a eu un accord début 2020 et il n'a pas pu être mis en place. On a attribué l'échec à la CNOPS, mais la CNOPS réclamait également d'avoir des cotisations supplémentaires, chose que l'État employeur ne pouvait ni se permettre, ni imposer aux fonctionnaires. Il pouvait tout de suite mettre des grèves. Donc, mais même mais il y a d'autres actes qui sont beaucoup plus chers au Maroc, notamment certains actes de cardiologie, la même chose pour certains médicaments qui coûtent 2 fois et demi plus cher au Maroc qu'en Turquie, en Égypte ou même comme ça a été démontré par CNN, que les citoyens de la France ou de la Belgique. Donc, la tarification, c'est quelque chose. CNN de la CNOPS, ils peuvent augmenter les tarifs. Donc, à se mettre autour de la table, mais les caisses d'assurance maladie vont avoir peur de voir les déficits s'aggraver. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et puis, comment obtenir le juste coût, le juste soin au juste coût. Il faut comparer nos tarifs à ceux des pays similaires et parfois même à celui de certains pays riches. Donc, la même chose, je crois qu'il faut établir un système d'accréditation. Quand Silwardi va dire de l'accréditation et tout le monde lui est tombé sur là. Donc, même maintenant, s'il va falloir faire une commission pour donner l'accréditation. Le Maroc n'a pas de normes d'hygiène et de sécurité opposables aux malades, aux médecins. Ça peut parfois protéger les médecins que d'avoir des normes d'hygiène et de sécurité qui parfois la responsabilité peut être plus partagée entre le médecin et la clinique et les autres professionnels. Il y a les paramédicaux, il y a beaucoup de... Donc,
tout projet de réglementer l'accréditation, les normes d'hygiène et de sécurité, il y a des normes qui sont de l'OMS très simples. Par exemple, demander aux patients son nom et son prénom, le time-out 5 minutes avant l'opération, lui demander quel organe va être opéré, lui demander deux ou trois choses avant qu'il ne soit endormi. Donc, même les juges ne savent pas comment gérer ces problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques très maladroites vis-à-vis des. Donc, le respect de l'intégrité des patients et également de l'inquiétude professionnelle des médecins et des soignants. Bon, c'est vrai qu'il y a des cliniques qui font peut-être mieux que les normes internes, mais un système judiciaire a besoin de quelque chose qui soit défini par arrêté, que les malades ramènent leurs médicaments, qu'on sache qu'ils prennent je sais pas, de l'aspirine ou des anticoagulants. Il y a beaucoup de choses qui devraient être normées et ça ne coûte pas cher. Pour revenir au notre souci, les groupements de santé du territoire, donc les GST, déjà tout ça va être fait au niveau central. Le réflexe centralisateur domine le texte. La carte sanitaire est d'abord établie au niveau national avant son mise en place localement. Donc, et elle ne peut être actualisée qu'au cas de changement dans les orientations générales provenant d'en haut. Donc, c'est une approche top-down, c'est de haut en bas. Donc, et même, il n'est pas question peut-être les hôpitaux militaires et le secteur privé ne seront pas concernés par la carte sanitaire. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, Mesaline, très loin. Mesaline, il y aura une suroffre, je ne sais pas, comme dans les accélérateurs de particules ou même dans il y a beaucoup de suroffre dans certaines villes et un manque dans d'autres. Une carte sanitaire devrait décider du nombre de centres à ouvrir, je ne sais pas, dans la cardiologie, la scintigraphie, mais il y a beaucoup de questions justement des besoins de la population, les territoires éloignés, et très importante. Donc, bien sûr, avec le dossier médical partagé, la CNSS est en train de dépenser un argent important. Je ne sais pas où est le parcours de soins, le médecin référent, le médecin de famille, le médecin conseil, le médecin. Il y a beaucoup de problématiques, alors que c'est dans les hôpitaux, c'est dans le secteur public, ça va poser beaucoup de problèmes, parce que le parcours de combattant, le malade pour passer même l'hôpital provincial, régional, les CHU, c'est à chaque fois, les patients peuvent décéder. Donc, on n'a pas changé fondamentalement quelque chose, par exemple, dans la gouvernance institutionnelle, dans le management opérationnel. Pourquoi certains marchés sont centralisés à Rabat, pourquoi on a aussi mal géré la grève des étudiants en médecine, pourquoi il n'y a pas de reddition des comptes, pourquoi on arrête les soins à certains malades parce que l'indicateur, le registre social unifié change, alors qu'ils ont eu une prise en charge, ils ont commencé des soins et en cours de soins, on arrête les prises en charge, alors que parfois le patient a déjà
fournit un chèque de garantie, ou là, même pas le sien, parfois d'une personne de la famille. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi finalement les efforts du ministère de la Santé, le tabagisme, l'obésité, le sucre, les accidents du travail, la médecine scolaire, la tuberculose, le manque de médicaments, les ruptures sont incroyables, la cherté des médicaments. Donc le ministère nous a plus parlé de lois, et de décrets, d'arrêtés. Euh, D'ailleurs, moi j'avais écrit l'article avant, je propose qu'il soit partagé avec tout le monde par j'avais écrit que le projet allait passer sans aucun amendement, comme celui de la protection sociale. Il a traversé tout le processus législatif, les deux chambres à la vitesse de l'éclair, sans aucun amendement. Donc, même si on dit toujours qu'il y a l'approche participative, tous ces sujets sont adoptés sans consultation préalable. C'est pour ça que, d'ailleurs, les deux lois pendant chez Amon ont été écrits, la loi sur la protection sociale et même le projet sur le système de santé ont été écrits, débattus en arabe. Pourquoi les médecins sont formés en français? On aurait pu... et d'autres projets de loi présentés le même jour, par exemple, que la loi sur la protection sociale étaient en français. Donc, on l'a vu, enfin, de la fusion CNSS-CNOPS, on l'a vu avec, dans beaucoup de domaines où les projets de loi, où les lois passent très vite, sont adoptées, et c'est souvent la rue et dans un rapport de force qui arrête le processus. Donc, beaucoup d'éléments restent encore posés. Moi, je peux parler pendant 2 heures ou 3 heures, j'ai un engagement, et je préfère, s'il y a des éléments, répondre à vos questions au fur et à mesure. Et je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Taoujni. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah, voilà. Merci à vous. Alors, j'ai reçu quelques questions. Et puis, j'incite tout le monde, pour les participants qui ont des questions, à les poser peut-être par écrit, par message. Ça va être plus simple de vous les poser comme ça. Avant J'ai qu'on, répondu, j'ai répondu à avant, M. Taoujni. avant qu'on donne la parole à la salle. Alors, voilà. Alors, les petites questions que j'ai, bon, j'aimerais juste clarifier un petit. Allô? Oui, Tout d'abord, allô? Vous m'entendez? oui, oui. Tout d'abord, j'aimerais clarifier quelque chose, c'est par rapport aux écrits qu'on a fait. Ils vont servir d'introduction. Alors, on ne compte pas s'arrêter là. Euh, pour le moment, on a contacté le directeur de la CNSS, mais c'est juste pour faire une sorte d'introduction à notre écrit qui va être adressé soit au ministre des Finances, soit au Premier chef du ministre, au Premier gouvernement, ministre normalement, au Premier ministre. soit au chef du gouvernement. Voilà. Euh, Aussi, je voulais attirer votre attention sur la nomenclature. Alors, on a vu récemment que le Maroc il a adopté une nomenclature La qui vient de CCAM. France. Non, oui, non, mais il a copié-collé une nomenclature qui vient de La France où il n'y a pas CCAM, c'est ça, de. elle s'appelle la Voilà, CCAM. voilà, exactement. Alors, on aimerait bien savoir pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'on est en train de copier le modèle français ou qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? Et deuxième question concernant la CNSS et la CNOPS, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, euh, malgré que ça va être une caisse commune, la CNSS, la CNOPS va intégrer la CNSS, est-ce que vous pensez que les adhérents de la CNOPS, ça veut dire les fonctionnaires, les anciens adhérents de la CNOPS, ils vont continuer à cotiser avec les taux actuels de la CNOPS, ou bien ils vont être alignés sur les taux de la CNSS? Voilà.
Bon, je commence d'abord par... rappelez-moi la première question, s'il vous plaît. Oui. La première question, c'est concernant la CAM. La La, CCAM. Donc, avec la la CCAM. nomenclature, pour faire la CCAM, j'avais travaillé sur la commission qui a travaillé sur la nomenclature. Ça, c'est, par exemple, ceux qui ont travaillé en France sur ça, c'est pour mesurer la pénibilité de chaque acte. Combien de temps il faut passer, des conditions, où il faut un microscope, où il faut des choses, où il faut des 7-8 heures, et c'est des milliers de participants, de professionnels de la santé, d'ingénieurs, de financiers, qui ont pu déterminer un peu dans toutes les spécialités médicales en même temps, voir la pénibilité. Euh, le Maroc, il y a beaucoup d'actes, il y a beaucoup de demandes d'ajout d'actes à l'ANAM. Et l'ANAM, moi, j'ai assisté à un cas où il fallait faire une bronchoscopie interventionnelle pour aller réséquer une tumeur de la carène, où la clinique, un médecin brillant au Maroc a réussi à la faire. Mais la NAM continue par exemple, à privilégier un acte plus invasif ou une opération de chirurgie thoracique lourde avec 3 jours de réa, avec plein de et qui revient elle est plus coûteuse, alors que l'acte innovant est facturé le tiers du prix de l'acte ancien, la nomenclature. Donc, elle a une administration qui est trop tatillonne, qui est trop lourde et qui n'avance pas aussi vite qu'avance la science. Et même, ils ne comprennent même pas que de faire cette intervention par bronchoscopie rigide est beaucoup plus intéressante, que ce soit pour le patient, pour les caisses d'assurance maladie. Mais là, qui et leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt de le faire. Euh, bon, mais donc, c'est l'ANAM qui le fait. Maintenant, même le directeur de l'ANAM, il a un statut hybride. Les cadres de l'ANAM, la haute autorité de la santé, les grèves, ou la même chose qu'à nous des grèves, la CNOPS. Donc, je ne sais pas si on s'en fout pas de la santé des malades. Quand on voit des réactions 2 à 3 mois pour statuer sur ce genre de choses. En ce qui concerne la CNOPS et la CNSS, d'abord, Monsieur Taoujni, je veux juste une réponse qui soit un peu concernant la nomenclature, la CCAM. Alors, est-ce que le Maroc, il va l'adopter parce que moi, je la connais, je suis rentré sur le site français. C'est une nomenclature qui est basée sur... il n'y a plus de cas opératoires, il y a un code acte pour chaque acte de chirurgie ou de radiologie. Et ce c'est code ce que acte, j'ai il dit. vous envoie C'est la directement vers les pénibilité. La honoraires. pénibilité. Je suis معروف Non, دابا. non, je parle d'autre chose. S'il vous plaît. وهذا le Kodak, il vous renvoie directement vers honoraire chirurgien, honoraire de la clinique. Ça veut dire que c'est bien partagé, il n'y a pas de cas opératoire, hein. Est-ce que le Maroc, il va adopter cette même nomenclature vu qu'elle a été voilà, diffusée dans le bulletin officiel ou pourquoi ils l'ont diffusée? Est-ce que c'est un projet complet ou on ne comprend pas? Euh, c'est les circonstances de publication et de cet élément. Alors, avant d'introduire ça, les gens travaillent des années pour former des gens sur des codes de dire les actes, parce qu'il y a la notion de secret médical, il faut changer beaucoup de façons de travailler, de toutes les mutuelles, de toutes les
on change pas par décret comme ça une NGAP et une nomenclature des actes de biologie médicale. Ce sont des travaux préparatoires, des systèmes d'information, des médecins conseils, des médecins traitants. Il y a des échanges trop importants concernant les documents à transmettre et les dossiers médicaux et comment. Alors que déjà, tout ça pouvait être réglé si on avait un contrôle médical sur place et sur pièce et s'il y avait l'échange important ou la collecte des données. J'avais travaillé sur ça où les rapports, les comptes rendus opératoires, il y a plein de choses qui sont demandées après, des dizaines de documents pour qu'un acte après soit accepté, que ce soit au niveau de la prise en charge ou au niveau du remboursement, que c'est pas en publiant un décret de CCAM qu'on va régler tous les problèmes. Je crois que c'est une pratique dilatoire pour ne pas régler le problème de fond qui est posé depuis 15 ans, c'est le problème de la tarification depuis 2009. Et c'est même pas eux qui décident. Ceux qui décident sont ceux qui maîtrisent l'équilibre financier. La CNSS, elle a 45 milliards de dirhams d'excédent l'assurance maladie obligatoire. Ouais. Et on peut régler beaucoup de problèmes. Pourquoi la CNSS, cet argent, où il va pourquoi les taux de remboursement de la CNSS n'augmenteraient pas à 80% ou là, qu'ils soient à 90% et les gens vont adhérer à l'amont de la CNSS. Si les taux de cotisation, c'est ça les sujets, ou les taux de remboursement qu'ils progressent, c'est que tout le monde respecte un peu plus la tarification et le fait de maintenant, pour rebondir sur l'autre partie, c'est vrai que la CNOPS a réussi à fournir des taux de remboursement plus élevés que la CNSS, jusqu'à 90%, alors que la CNSS... En ayant un taux de cotisation qui est beaucoup moins que la CNSS. Plafonné. Ça, ce qu'on ne comprend pas. Et maintenant, au lieu d'aller, par exemple, chercher les assurances privées, qui a un lobby très fort, c'est les assurances privées, les retraités d'Yelhoum, ils sont très mal couverts. Et à l'âge où ils sont malades, il fallait d'abord intégrer. Les gens de la CNOPS ne se plaignaient pas trop, ils se plaignaient peut-être de retard dans les remboursements, mais les assurances, quand les gens sont jeunes et ils ont de bons salaires ou ils n'ont pas trop de maladies, ils ont que des petites consultations, des médicaments et tout, ils sont bien remboursés rapidement. Mais quand ils vieillissent au-delà de 65 ans, 70 ans, ils ont des plafonds, ils ont des exclusions, ils ont de nombreuses... mais le lobby des assurances est l'un des plus forts, donc il a imposé ses règles. Mais dans tous les cas, c'est un choix gouvernemental, le fait même que d'aller vers une caisse unique, personne ne le conteste. Mais il aurait fallu intégrer toutes les mutuelles qui sont gérées par d'autres, les assurances, il y a beaucoup de mutuelles qui ont beaucoup de moyens et qui ont une population plus aisée, qui a 2,5 fois plus de salaire, la moyenne des salaires est 2 fois plus importante que celle des petits travailleurs mal déclarés à la CNSS. Donc, une nouvelle, ça c'est le sujet de la protection sociale, un sujet énorme, ça qui mérite toute une présentation, mais il y a beaucoup d'hésitation. Vous avez vu les débats, les données. Un ministre qui dit que 2 millions de travailleurs salariés ne sont pas déclarés. L'avis du Conseil économique et social et environnemental, le taux de couverture médicale au Maroc. Il parle du chef du gouvernement, le ministre de la Santé, qui a dit 100%, c'est que j'arrive le Parlement, 100%. Maintenant, un secrétaire d'État, il y a 6 millions de les travailleurs salariés ne sont pas déclarés. Comme on a dit tout à l'heure, les travailleurs non salariés, il y a 1,2 million, il y a au moins 9,8 millions qui ne sont pas déclarés. À Mouchamil, la même chose. À Mouchamil, fait 92%. C'est des gens qui ont des revenus, comme on a arrêté le nombre
Motadamoun à 11 millions et c'est resté comme un chiffre sacré, alors que on vient de voir les résultats du recensement général de la population, le taux de chômage est à 21,3, il y a la population qui vieillit, on a 5 millions d'habitants de plus de 60 ans, dont 13% ont plus de 80 ans. Est-ce qu'on a préparé les gériatres? Est-ce qu'on a préparé ce qu'il faut, les centres de soins, d'autant plus que le taux de natalité baisse et le taux de progression des plus de 60 ans progresse de 4,6, alors que la natalité est de 0,85, la croissance globale des habitants, donc de la population. Donc, est-ce que ceux qui font des politiques publiques, sociales ou sanitaires, qui ont travaillé, que le Maroc ait des problèmes médicaux d'un pays riche et on ne correspond pas, par exemple, à un autre continent où la population croît plus vite et on a des maladies chroniques, on a un vieillissement, donc il y a de très nombreuses questions qui se posent, et d'abord sur la capacité de certains responsables politiques à élaborer des politiques publiques et à rendre compte avec des chiffres par une autorité autonome pour que la population sache ce qu'il en est, d'autant plus que il ne faut pas écouter tous les discours et tout ce qu'on dit dans les lois cadres, il faut voir le budget de l'État consacré au domaine de la santé. On a dit tout à l'heure pour 11 millions d'habitants, 11 millions d'Il-Tadamoun, l'État ne paie que 9 milliards et demi de dirhams. Le PIB du Maroc est actuellement de 1400 milliards de dirhams. Le budget global de l'État est à plus de 450 milliards, 460 milliards de dirhams. Pourquoi on donne un petit 9 milliards ou un 10 milliards uniquement? Pourquoi on n'ajoute pas 6 ou 7 milliards pour ajouter un peu plus de personnes démunies à qui parfois on donne l'aide sociale directe, mais on ne donne pas le droit à Motadamoun. Donc il y a beaucoup de contradictions dans l'élaboration de ces politiques. Et tout le monde est inquiet, il n'y a pas que les professionnels de la santé, même les citoyens. Les citoyens font face à même des gens comme, par exemple, les cadres ne sont pas en mesure de faire face à des 50 ou 60 000 dirhams qu'il faut engager avant de détecter une maladie grave, et en soins externes sont pris en charge. Même, il n'y a même pas 7 ou 8% de Marocains capables de faire face à une maladie chronique lourde et coûteuse. S'il n'y avait pas les solidarités familiales, moi, je devrais m'arrêter, c'est pas parce que l'envie de parler me manque ou de partager avec vous ce que je pense, mais c'est des sujets monumentaux. Il faut des responsables de très, 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 très grandes compétences techniques pour élaborer ces politiques publiques en partenariat avec les gens, selon une méthodologie avec des benchmarks et en allant recopier un peu ce que font les autres qui ont réussi un peu mieux que nous. Il faut qu'on ait un peu plus d'humilité et de méthode. Et je vous remercie. Merci, M. Taoujni. Merci, M. Taoujni. Voilà, on ne peut plus prendre de questions, je pense. Donc, voilà. Je vais vous quitter. Et je vous remercie pour l'invitation et pour ce moment d'échange. Merci beaucoup, merci du temps précieux que vous nous avez consacré. Shukran, Dr. Saad. Shukran. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, M. Taoujni. Merci. Merci, Dr. Saad. À bientôt.